Il y a des acteurs qu'on oublie et d'autres qui laissent une empreinte indélébile. Michel Blanc fait clairement partie de cette deuxième catégorie. Avec son regard inquiet, son phrasé si particulier et ses rôles de loser magnifiques, il a conquis plusieurs générations. Mais Michel Blanc, c'est bien plus qu'un simple comédien du Splendide. C'est un perfectionniste acharné, un réalisateur exigeant, un homme aux multiples facettes, et parfois même un personnage plus fascinant encore dans la vraie vie qu'à l'écran. Aujourd'hui, on vous emmène à la découverte de 10 anecdotes méconnues qui révèlent la véritable personnalité de Michel Blanc. Certaines vous feront sourire, d'autres vous surprendront. Mais une chose est sûre, vous ne verrez plus jamais Michel Blanc de la même manière. Alors, installez-vous bien et plongeons ensemble dans la vie secrète d'un monstre sacré du cinéma français. Avant d'être un acteur reconnu, Michel Blanc était un adolescent discret, presque invisible dans la masse. Contrairement à certains de ses futurs camarades du Splendide, comme Thierry Lhermitte ou Gérard Jugnot, il ne faisait pas partie de ces élèves populaires, ceux qui captent toute l'attention dès qu'ils ouvrent la bouche. Non, Michel Blanc était plutôt du genre réservé. Timide, parfois maladroit, il n'avait rien de ce qu'on imagine chez un futur comédien. Jusqu'à ce jour où tout a basculé. Le déclic a lieu en plein cours de français. Le professeur, passionné de théâtre, a une idée. Pour que les élèves comprennent mieux l'œuvre de Molière, il leur propose de jouer une scène des Précieuses ridicules. Les volontaires se font rares. Il faut dire que se donner en spectacle devant ses camarades n'est pas chose aisée. On craint les moqueries, les regards en biais. Puis, contre toute attente, Michel Blanc lève la main. Lui, l'élève discret, celui qui ne cherche jamais à se faire remarquer, décide de se jeter à l'eau. Pourquoi? Peut-être un instinct, une intuition qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il monte sur l'estrade, prend une grande inspiration et commence à réciter son texte. Et là, quelque chose d'incroyable se produit. À peine a-t-il prononcé ses premières répliques que la salle éclate de rire. Mais pas un rire moqueur. Un vrai rire, spontané, sincère. Un rire qui dit « Ce gaz est drôle ». Michel Blanc, d'habitude si effacé, vient de capter l'attention de toute la classe. Et mieux encore, il vient de comprendre qu'il a un don. À ce moment précis, il ressent quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant. Il a du pouvoir, il contrôle le rythme, il capte les émotions. Son trac disparaît, il se prend au jeu et improvise légèrement, rendant son personnage encore plus comique. Le rire enfle, et lui, il se sent vivant. Ce jour-là, Michel Blanc a compris que le théâtre pouvait être plus qu'un simple exercice scolaire. Ce n'est pas seulement le plaisir de jouer qui l'a marqué, c'est la réaction des autres. Voir les visages s'illuminer, entendre ce rire qui l'a provoqué, c'était une révélation. Il venait de découvrir un moyen de s'exprimer, de prendre sa place. Un endroit où sa timidité devenait une force, où sa maladresse naturelle pouvait être transformée en atout comique. Dans ses interviews, Michel Blanc a souvent évoqué cet instant comme le moment où tout a commencé. Sans cette scène jouée par hasard en cours de français, peut-être que Michel Blanc ne serait jamais devenu acteur. Et sans Michel Blanc, peut-être que Jean-Claude Duss n'existerait pas. Pas de « sur un malentendu ça peut marcher », pas de loser magnifique qui a marqué plusieurs générations. Tout commence souvent par un détail. Un simple exercice en classe, une réplique prononcée au bon moment. Un premier rire qui change une vie. Et pour Michel Blanc, ce jour-là, la comédie venait de s'imposer comme une évidence. Années 70. Comme tous les jeunes hommes de sa génération, Michel Blanc est convoqué pour le service militaire obligatoire. À cette époque, difficile d'y échapper. 1 an sous les drapeaux, discipline, lever aux aurores, exercice physique. Mais Michel Blanc n'est pas franchement fait pour la vie militaire. Petit, mince, d'une nature plutôt fragile, l'idée de se retrouver en treillis à marcher au pas ne l'enchante pas vraiment. Pourtant, la question ne va même pas se poser. Le destin a déjà tranché pour lui. Lors de la visite médicale, les futurs appelés sont examinés un à un. Tests de vision, mesures, réflexes, examen cardiaque, tout y passe. Quand vient son tour, Michel Blanc s'installe devant le médecin. Il est nerveux. Il sait qu'il n'a pas l'endurance d'un athlète, mais il ignore encore si cela suffira à l'exempter. Puis vient le verdict.
Michel Blanc souffre d'un souffle au cœur congénital. Ce problème médical, invisible au quotidien, pourrait pourtant poser problème dans un cadre aussi strict que l'armée. Après quelques échanges entre médecins militaires, la décision tombe. Il est jugé inapte au service. Michel Blanc est dispensé, exempté définitivement. Pas de service militaire pour lui. Sur le moment, c'est un soulagement. Il n'aura pas à vivre cette année d'armée imposée, avec ses contraintes et son autorité. Il est libre. Mais il y a un revers à cette exemption. Michel Blanc commence à se voir comme un homme fragile. Ce souffle au cœur devient une épée de Damoclès invisible. Il ne le sait pas encore, mais cet épisode va profondément l'affecter, et même façonner l'homme qu'il deviendra. Cette dispense va alimenter quelque chose de plus profond en lui, une angoisse permanente pour sa santé. Michel Blanc développe une tendance hypocondriaque. Il commence à surveiller le moindre signe de fatigue, le plus petit symptôme. Dans les années qui suivent, il devient un habitué des cabinets médicaux, convaincu que quelque chose ne va pas. Cette obsession, il en fera un atout. Elle nourrira nombre de ses personnages au cinéma. Jean-Claude Duss, ce loser attachant et anxieux qui s'inquiète toujours de ne jamais conclure, c'est aussi un reflet des angoisses de Michel Blanc lui-même. L'homme timide qui se découvre acteur en classe, le jeune homme qui échappe à l'armée par un souffle au cœur, tout cela construit peu à peu ce style unique qui fera son succès. Plus tard, Michel Blanc évoquera cette peur de la maladie avec autodérision. Il plaisante sur ses visites médicales incessantes, sur son besoin de consulter pour un rien. Mais derrière l'humour, il y avait une vraie anxiété, une sensibilité qui l'a accompagné toute sa vie. Au final, ce souffle au cœur aura été un tournant décisif. Sans cette exemption, aurait-il suivi une autre voie? Aurait-il connu les mêmes succès s'il avait dû mettre sa carrière entre parenthèses pour l'armée? Difficile à dire. Mais ce qui est certain, c'est que ce diagnostic a renforcé en lui cette conscience de la fragilité de la vie, cette urgence à créer, à jouer, à exister. Et c'est peut-être aussi pour cela que Michel Blanc n'a jamais cessé de travailler, d'écrire, de jouer. Si Michel Blanc et Gérard Jugnot ne s'étaient pas croisés dans un couloir du lycée Pasteur de Neuilly, l'histoire du Splendide et du cinéma français aurait peut-être été bien différente. Et pourtant, tout commence par un pur hasard. Un redoublement, un changement de classe. Et voilà comment deux futurs piliers du cinéma français se retrouvent dans la même salle, assis à quelques mètres l'un de l'autre. Mais ce n'était pas gagné d'avance, car ces deux-là, au départ, n'avaient pas grand-chose en commun. Michel Blanc, c'est le sérieux de la bande. Un élève appliqué, discret, pas du genre à faire des vagues. Il a un certain recul sur les choses, une intelligence fine, mais il ne cherche pas à briller. Gérard Jugnot, lui, c'est tout l'inverse. Bavard, dynamique, toujours prêt à sortir une blague pour faire rire la classe. Il a cette énergie, cette spontanéité qui attire immédiatement l'attention. Deux tempéraments différents. Et pourtant, une même sensibilité qui va bientôt les rapprocher. Ce qui va les réunir, c'est le théâtre. À l'époque, le professeur de français propose aux élèves de monter une pièce. Gérard Jugnot, évidemment, se précipite. Il adore jouer la comédie, faire rire les autres. Michel Blanc, lui, hésite. Il n'a jamais vraiment osé monter sur scène, même s'il sent qu'il pourrait y trouver quelque chose. Finalement, il se laisse convaincre, et lorsqu'il rejoint la troupe du lycée, il rencontre pour la première fois Thierry Lhermitte et Christian Clavier, qui font également partie du projet. Ce groupe, qui à l'époque ne se doute pas encore de ce qu'il deviendra, commence à se former dans les couloirs du lycée. Leur premier contact sur scène est révélateur. Gérard Jugnot est un comédien instinctif. Il joue avec son corps, avec ses expressions. Il a ce talent naturel du burlesque, de la blague bien placée. Michel Blanc, lui, est plus cérébral, plus précis. Il observe, analyse, perfectionne ses répliques. Il joue souvent des personnages mal à l'aise, des losers magnifiques, avant même de savoir que ce serait sa marque de fabrique. Et contre toute attente, le duo fonctionne à merveille. Gérard Jugnot est dans l'énergie, Michel Blanc dans la retenue. Ce contraste crée une alchimie particulière, un équilibre qui fait mouche. Le public rit et eux se découvrent une véritable passion pour la scène. En dehors des planches, une vraie amitié commence à naître.
Gérard Jugnot et Michel Blanc se découvrent une passion commune pour le cinéma et l'écriture. Après les cours, ils refont le monde, rêvent de grands rôles, d'un avenir sur scène. Mais ce qu'ils ignorent encore, c'est que leur bande va bientôt s'agrandir, parce que d'autres talents vont les rejoindre, et ensemble, ils vont révolutionner la comédie française. Quelques années plus tard, après le lycée, les chemins de Michel Blanc et Gérard Jugnot se recroisent. Avec Thierry Lhermitte, Christian Clavier, Marie-Anne Chazelle et Josiane Balasco, ils fondent une petite troupe de théâtre qui se produit dans un café-théâtre, le Splendide. À l'époque, c'est un pari fou. Ils n'ont pas d'argent, pas de moyens, mais une énergie débordante et une confiance absolue dans leur talent. Et cette confiance, elle vient aussi du lycée, de cette époque où ils se sont rencontrés, où ils ont appris à jouer ensemble. Leur complicité se retrouve dans d'autres films. Dans Les Bronzés, dans Papy fait de la résistance, ils sont toujours là, côte à côte, à se donner la réplique. Le sérieux de Michel Blanc face à l'énergie de Gérard Jugnot. Et pourtant, au fil des ans, leurs chemins vont légèrement diverger. Si Gérard Jugnot reste fidèle au style du Splendide et s'oriente vers une carrière de réalisateur et d'acteur populaire, Michel Blanc, lui, prend une direction différente. Il s'éloigne peu à peu de la comédie pure, explore des rôles plus profonds, plus sombres. Il devient réalisateur, scénariste, se forge une place unique dans le cinéma français. Malgré tout, l'amitié entre les deux hommes reste intacte. Dans plusieurs interviews, Gérard Jugnot et Michel Blanc parleront toujours avec respect et affection de leur début commun, de cette époque où tout était encore à construire. Une simple rencontre au lycée Pasteur, une pièce de théâtre jouée entre deux cours, c'est parfois dans les petits hasards de la vie que naissent les plus belles aventures. Et sans cette amitié née sur les bancs d'une classe, peut-être que le Splendide n'aurait jamais vu le jour. Dans la bande du Splendide, chacun avait sa personnalité bien affirmée. Thierry Lhermitte, le beau gosse désinvolte. Gérard Jugnot, le blagueur spontané. Christian Clavier, l'énergique explosif. Et puis, il y avait Michel Blanc, un homme réfléchi, discret, mais qui, sur un tournage ou en répétition, se transformait en stratège redoutable. C'est Marie-Anne Chazelle qui, un jour, en plein travail, lui donne un surnom qui va lui coller à la peau, Napoléon. Pourquoi Napoléon? Parce que Michel Blanc ne laissait rien au hasard. Il voulait que chaque scène soit millimétrée, que chaque réplique tombe parfaitement. Il ne supportait pas l'approximation, l'improvisation mal maîtrisée. Si un détail clochait, il pouvait recommencer une prise 10 fois, 20 fois, jusqu'à obtenir le résultat exact qu'il voulait. Dans les premières années du Splendide, alors que la troupe jouait encore dans un petit café-théâtre, cette rigueur pouvait surprendre. Contrairement à d'autres qui prenaient les choses avec légèreté, Michel Blanc avait déjà une approche quasi militaire du métier. Il écrivait et réécrivait ses répliques, notait chaque intonation à la perfection, calculait au millimètre la manière dont une blague devait tomber. Résultat, sur scène, tout était chronométré, parfaitement huilé. Mais il arrivait aussi que son exigence crée quelques tensions. Quand la troupe du Splendide commence à tourner des films, ce perfectionnisme s'accentue encore. Michel Blanc ne supporte pas l'improvisation totale, il veut un cadre clair, une direction précise. Et sur un tournage, cela peut parfois donner lieu à des situations intenses. Les techniciens racontent que Michel Blanc pouvait repérer un micro-mouvement parasite dans une scène, un faux raccord presque invisible, et exiger de tout refaire. Pour lui, chaque détail comptait. Une posture mal placée, un regard trop appuyé, un mot mal articulé, et c'était reparti pour une nouvelle prise. Gérard Jugnot dira un jour, en plaisantant, que travailler avec Michel Blanc, c'était comme tourner avec un dictateur bienveillant. Il n'élevait pas la voix, il ne s'énervait pas. Mais il était capable d'imposer sa vision avec une telle précision que personne n'osait vraiment le contredire. C'est là que le surnom de Napoléon prend tout son sens. Il ne hurlait pas ses ordres, mais il les faisait respecter. Mais ce qui est fascinant, c'est que ce perfectionnisme ne concernait pas que la comédie. Quand Michel Blanc commence à explorer des rôles plus dramatiques, il applique la même rigueur. Il veut comprendre son personnage, s'immerger totalement dans le rôle, ne rien laisser au hasard. Dans les années 80 et 90,
Alors qu'il s'éloigne du Splendide pour suivre sa propre voie, son exigence devient encore plus forte. En 1994, il réalise Grosse Fatigue, un film qui parle du double visage des acteurs, du rapport à la célébrité. Sur ce tournage, son perfectionnisme atteint son apogée. Il est à la fois acteur et réalisateur, donc il doit tout superviser. Et là, il ne lâche rien. Certains techniciens se souviennent encore de ces journées où Michel Blanc pouvait refaire une prise 15 fois, parce qu'un ton n'était pas exactement celui qu'il voulait. Les membres de l'équipe racontent qu'ils pouvaient se repasser une scène en boucle le soir, analyser chaque mouvement, chaque regard, et revenir le lendemain avec une liste de corrections ultra précise. Michel Blanc, lui, n'a jamais nié son exigence. Il disait souvent « Si un spectateur doit voir mon film 2 fois pour comprendre une nuance, c'est que je n'ai pas bien fait mon travail. » Pour lui, le cinéma, ce n'était pas juste du divertissement, c'était une mécanique complexe, où chaque pièce devait être ajustée à la perfection. Des années plus tard, lorsque les membres du Splendide se retrouvent pour des interviews collectives, le surnom Napoléon ressort encore. Marianne Chazelle, qui lui avait attribué ce titre, continue d'en plaisanter, mais toujours avec une pointe d'admiration. Parce que si Michel Blanc était exigeant, c'était surtout avec lui-même. Il ne demandait pas aux autres plus qu'il n'était prêt à donner. Et c'est ce qui faisait de lui un perfectionniste respecté, un homme qui n'a jamais rien laissé au hasard. Alors oui, Michel Blanc n'avait peut-être pas l'aura conquérante de Napoléon sur un champ de bataille, mais dans son domaine, il était tout aussi intransigeant. Et aujourd'hui encore, son exigence a laissé une empreinte indélébile sur le cinéma français. Parce que quand Michel Blanc faisait quelque chose, il le faisait à la perfection. Michel Blanc, c'est l'homme de la discrétion. Un comédien brillant, un réalisateur talentueux, mais un homme qui ne parle presque jamais de sa vie privée. Alors, quand on apprend qu'il a vécu une idylle avec Lio, la chanteuse exubérante de Banana Split, forcément, ça intrigue. D'autant plus que leur relation est tout sauf évidente. 2 mondes différents, 2 personnalités presque opposées, et pourtant, une alchimie inattendue. Lio, c'est une tornade, un phénomène pop des années 80. Avec Banana Split, elle explose à 16 ans à peine. Un succès fulgurant, une carrière lancée sur les chapeaux de roue. Elle enchaîne les tubes, multiplie les provocations, revendique une liberté totale. Et face à elle, Michel Blanc. Un homme timide, pudique, presque introverti, loin des paillettes, loin des flashs. À cette époque, Michel Blanc n'est pas encore perçu comme un séducteur. Il traîne l'image de Jean-Claude Duss, ce personnage maladroit et malchanceux en amour. Mais en dehors de l'écran, c'est tout autre chose. Michel Blanc a du charme. Un charme discret, intelligent. Il a cet esprit affûté, cette capacité à écouter, à observer. Et c'est peut-être ce qui va séduire Lio. Un homme différent, loin du tumulte de l'industrie musicale. Les deux se rencontrent en 1989 sur le tournage de Chambre à part. Michel Blanc réalise et joue dans ce film, et Lio y tient l'un de ses premiers rôles au cinéma. Lio, à cette époque, a déjà connu de nombreuses relations mouvementées, parfois médiatisées. Mais avec Michel Blanc, c'est différent. Sur le plateau, l'ambiance est légère, mais Michel Blanc reste fidèle à lui-même. Professionnel, concentré, perfectionniste. Lio, elle, apporte une touche de spontanéité. Elle n'a pas l'expérience du jeu d'acteur, mais elle compense par son naturel explosif. Peu à peu, une complicité s'installe. Loin des caméras, ils passent du temps ensemble. Ils échangent sur leur vie, sur leurs doutes, sur leur rapport au succès. Contrairement aux relations qu'elle a pu vivre avant, celle avec Michel Blanc est à l'opposé du tumulte. Pas de scandale, pas d'apparition médiatique. Juste une histoire vécue loin des projecteurs. Des années plus tard, Lio parlera de lui avec une profonde tendresse. Elle dira qu'il était un gentleman absolu, un homme attentionné et d'une grande douceur. Michel Blanc, lui, restera toujours fidèle à sa discrétion légendaire. Il n'a jamais évoqué cette histoire publiquement. Pas par honte, mais parce que pour lui, le privé reste privé. Il laisse Lio en parler si elle le souhaite, mais lui, il préfère garder ses souvenirs pour lui. Comme beaucoup d'histoires, celle-ci a une fin. Lio et Michel Blanc finiront par prendre des chemins différents. Pas de rupture dramatique, pas de scandale. Juste 2 âmes qui se croisent, qui se comprennent.
puis qui poursuivent leur route. Mais une chose est sûre, Lio gardera toujours une affection particulière pour Michel Blanc. En 1994, Michel Blanc réalise Grosse Fatigue, une satire du monde du spectacle où il joue un acteur harcelé par sa propre image. Dans le film, Lio fait une apparition, un clin d'œil discret mais symbolique, comme si, malgré le temps, une partie de leur histoire restait gravée à jamais dans le cinéma. Cette idylle, si peu médiatisée, en dit long sur Michel Blanc. Un homme réservé, mais attachant. Un séducteur discret, loin des clichés de ses personnages. Et surtout, un homme que même une femme aussi libre et exubérante que Lio a su admirer profondément. Michel Blanc, c'est l'homme du contrôle, du perfectionnisme absolu. Quand il fait quelque chose, il va jusqu'au bout, coûte que coûte. Alors, en 1994, quand il réalise et joue dans Grosse Fatigue, son film le plus personnel, rien ne peut l'arrêter. Enfin, presque rien. Parce qu'un accident sur le tournage aurait pu tout mettre en péril. Mais Michel Blanc ne l'entendait pas de cette oreille. Grosse Fatigue, c'est un film à part. Michel Blanc y joue son propre rôle, celui d'un acteur harcelé par les fans, les médias, et qui découvre qu'un sosie malfaisant se fait passer pour lui et détruit sa réputation. C'est un film qui parle de l'épuisement du métier d'acteur, du décalage entre l'image publique et la réalité. Un projet ambitieux qui lui tient à cœur. Et pour que tout soit parfait, Michel Blanc veut tout contrôler. La mise en scène, le jeu, le ton du film. Mais un jour, en plein tournage, tout bascule. Michel Blanc se blesse gravement au pied. Un arrachement d'os, une blessure sérieuse qui nécessite du repos immédiat et, normalement, l'arrêt du tournage. Sauf que Michel Blanc n'a pas le temps pour ça. Pas question de tout stopper. Le film est lancé, le budget est bouclé, l'équipe est mobilisée et surtout, il sait que ce film doit voir le jour. Face au choix entre stopper la production ou continuer malgré la douleur, Michel Blanc ne réfléchit pas longtemps. Il décide de continuer le tournage avec un plâtre. Et là, tout change. Il doit réadapter ses déplacements, repenser certaines scènes, s'organiser différemment pour diriger les acteurs tout en limitant ses mouvements. Pour tenir le rythme, Michel Blanc trouve des astuces. Il tourne beaucoup de scènes assis, pour éviter de trop bouger. L'équipe technique réorganise les plans pour cacher son plâtre. Certaines séquences sont filmées avec des doublures. Sur les plans larges, pour éviter qu'on voit qu'il est blessé. Un casse-tête, mais qui fonctionne. Le spectateur ne verra jamais cette blessure à l'écran. Le plus dur, ce n'est pas tant de tourner avec un pied en moins, c'est de tout faire en même temps. Il doit jouer son propre rôle dans le film, avec le bon ton, la bonne énergie, alors qu'il souffre. Il doit aussi garder un œil sur la réalisation, donner des indications précises aux techniciens et aux acteurs, sans pouvoir se déplacer comme il le voudrait. Et malgré tout ça, il ne se plaint pas. Certains membres de l'équipe raconteront plus tard que Michel Blanc souffrait en silence. Il serrait les dents, mais ne laissait rien paraître. Au final, Grosse Fatigue sort en 1994, et c'est un triomphe. Le film est acclamé par la critique. Il remporte le prix du scénario à Cannes. Une reconnaissance méritée pour un film où Michel Blanc a tout donné, au sens propre comme au figuré. Cette anecdote résume parfaitement Michel Blanc. Un acteur, un réalisateur, mais surtout un acharné de travail. Blessé? Fatigué? Peu importe. Quand Michel Blanc a un film à faire, rien ne l'arrête. Et aujourd'hui encore, Grosse Fatigue reste l'un de ses plus grands succès. Un film fait dans la douleur, mais qui a marqué l'histoire du cinéma français. Michel Blanc était un perfectionniste sur un plateau de tournage, un acteur exigeant, un réalisateur méticuleux. Mais quand il était en privé, il avait une obsession bien particulière. Non, pas le cinéma. La digestion. Michel Blanc aimait la bonne cuisine. Un vrai épicurien. Mais à table, ce qui l'intéressait autant que le plat, c'était l'après. Parce que pour lui, chaque repas était une expérience complète, qui devait être analysée, étudiée et surtout commentée. Et c'est là que commençaient les fameuses conversations digestives. Jean-Paul Rouve, qui a souvent partagé des repas avec Michel Blanc, l'a raconté en interview. Si on appelait Michel Blanc après un déjeuner, il ne fallait pas espérer parler de cinéma tout de suite.
Avant d'évoquer le moindre projet, la moindre anecdote sur un film, Michel Blanc allait d'abord faire un bilan détaillé de sa digestion. Ça pouvait durer 20, 30 minutes, parfois 1 heure entière. Quel plat était le plus lourd? Quelle sauce était peut-être trop grasse? À quelle vitesse son estomac digérait-il aujourd'hui? Tout y passait. Certains trouvaient ça absurde, d'autres en riaient, mais personne ne pouvait nier que Michel Blanc prenait cette analyse très au sérieux. Et ce qui était encore plus drôle, c'est que son ton était toujours ultra scientifique. Pas de blague, pas de légèreté, juste une étude approfondie de son système digestif, comme s'il rédigeait un rapport médical. On raconte même qu'il aurait tenu un journal mental de ses meilleures et pires digestions. Une façon bien à lui de rester en contrôle, même sur ce qui se passait dans son ventre. Mais pourquoi Michel Blanc était-il autant fasciné par ces détails? Il y a une explication. Son hypocondrie. Depuis toujours, Michel Blanc était obsédé par son état de santé. Il surveillait son corps, analysait chaque sensation et la digestion faisait partie de cette veille permanente. C'était une manière de s'assurer que tout allait bien, d'avoir un contrôle sur son propre organisme. Alors forcément, quand il discutait avec ses amis, ce sujet revenait toujours sur la table. Cette obsession pour le corps, la digestion, la fatigue, elle transparaît même dans ses rôles au cinéma. Ses personnages sont souvent stressés, hypocondriaques, toujours en train de s'inquiéter du moindre signe de faiblesse. On le voit se plaindre de ses douleurs, s'angoisser pour un rien, comme une exagération comique de son propre tempérament. Finalement, Jean-Claude Duss, ce n'est peut-être pas si éloigné de Michel Blanc lui-même. Ce qui est fascinant avec Michel Blanc, c'est que son perfectionnisme ne s'arrêtait pas au cinéma. Même dans la vie quotidienne, il analysait tout, jusqu'au moindre détail d'un repas. Alors oui, certains trouvaient ça exaspérant. Mais en réalité, c'était juste une autre facette de son personnage. Un homme de précision, jusqu'au bout, même après avoir mangé. Michel Blanc était un perfectionniste, dans son travail, dans ses rôles, dans ses dialogues, mais aussi dans sa maison. Et quand il se lançait dans quelque chose, il ne pouvait pas s'empêcher de tout analyser, de tout optimiser. Résultat, chez lui, il y avait toujours des travaux. Un chantier perpétuel, une obsession du détail et un enfer pour ceux qui l'entouraient. Ceux qui ont connu Michel Blanc savent une chose. Chez lui, il y avait toujours un chantier en cours. Pas juste une petite retouche ici ou là, de vrais travaux. Une cuisine à refaire, une salle de bain à moderniser, une cloison à abattre. Et à peine une pièce terminée, il trouvait déjà un autre projet à lancer. Mais pourquoi cet acharnement à refaire et à rénover? Parce que Michel Blanc ne supportait pas l'idée de quelque chose d'imparfait. Parce que, comme au cinéma, chaque détail comptait. Un mur un peu trop terne, une porte qui grince, un sol qui ne lui plaît plus. Il fallait modifier, améliorer, perfectionner. Et ce n'était pas juste un caprice passager. C'était une véritable obsession. Un artisan qui venait chez lui pour un petit chantier était sûr de revenir quelques semaines plus tard pour un autre. Michel Blanc était incapable de s'arrêter. Des amis racontent que son appartement était en travaux presque en permanence. Il vivait dans un lieu qui n'était jamais vraiment terminé, toujours en cours d'amélioration. Un mur abattu, puis reconstruit différemment, une cuisine moderne remplacée par une version encore plus moderne, une nouvelle couleur de peinture testée, puis immédiatement changée. Et pour son entourage, c'était parfois épuisant, parce que Michel Blanc ne faisait pas les choses à moitié. Si des travaux étaient en cours, c'était un chaos total. Bruit de perceuse, poussière, meubles déplacés, et tout ça pendant des semaines, voire des mois. Et si vivre dans un chantier permanent était déjà compliqué, imaginez être l'artisan qui devait gérer Michel Blanc, un homme méticuleux, exigeant, qui voulait que tout soit parfaitement aligné, mesuré au millimètre. Un client qui repérait le moindre défaut, le plus petit faux raccord, et qui n'hésitait pas à demander de refaire si quelque chose ne lui convenait pas. Certains ouvriers racontent qu'ils pouvaient passer de longues minutes à inspecter un mur ou une installation, et parfois changer d'avis au dernier moment. Finalement, cette obsession des travaux, c'était aussi une extension de son perfectionnisme au cinéma. Michel Blanc était un homme du détail.
sur un tournage, il pouvait faire refaire une prise 15 fois pour un mot mal placé. Dans sa maison, il pouvait faire repeindre un mur parce que la teinte ne lui convenait pas à la lumière du matin. Dans les deux cas, il voulait le meilleur résultat possible. Sur un tournage, il contrôlait tout. Chez lui, c'était pareil. Ses proches, eux, ont souvent dû subir ces phases de rénovation. Impossible d'être invité sans entendre une perceuse en fond sonore. Dîner chez Michel Blanc? Mieux valait éviter la période où la cuisine était en plein démontage. Certains de ses amis plaisantaient même en disant que son appartement était un chantier permanent depuis 20 ans. Et quand on lui demandait « Mais Michel, quand est-ce que c'est fini tout ça ?» Il répondait toujours avec un petit sourire et une nouvelle idée de rénovation. Que ce soit dans le cinéma ou dans sa maison, Michel Blanc avait une seule obsession, l'amélioration constante, jamais satisfait à 100%, toujours en train de chercher mieux, toujours en travaux, que ce soit sur un scénario ou dans son salon. Et finalement, c'est peut-être ce qui faisait de lui un artiste unique, parce que tant qu'il y avait quelque chose à perfectionner, il n'arrêtait jamais. Michel Blanc était un perfectionniste, exigeant avec lui-même, méticuleux sur ses films et intransigeant avec ceux qui lui faisaient des coups bas. Dans le métier, il était reconnu pour sa rigueur et son professionnalisme. Mais ce que beaucoup ignoraient, c'est qu'il avait aussi une liste. Une liste bien particulière. Une liste de gens avec qui il refusait catégoriquement de travailler. Une liste noire. Personne ne sait exactement combien de noms figuraient sur cette liste. Mais ce qui est certain, c'est que si votre nom y apparaissait, vous pouviez dire adieu à toute collaboration avec Michel Blanc. Acteur, réalisateur, technicien, il n'y avait pas de règle. Si Michel Blanc estimait qu'une personne avait dépassé les limites, il ne lui donnait jamais une seconde chance. Et il ne s'agissait pas de simples désaccords artistiques. Pour être blacklisté par Michel Blanc, il fallait avoir franchi une ligne rouge. Mais alors, qu'est-ce qui pouvait bien vous valoir une place sur cette liste? Le manque de professionnalisme? Un acteur qui arrivait en retard sur un tournage? Un technicien qui bâclait son travail? C'était fini. Le mépris. Michel Blanc détestait les gens qui prenaient de haut les autres, que ce soit des techniciens, des figurants ou des collaborateurs. La trahison. Un producteur qui ne respectait pas ses engagements, un scénariste qui lui plantait un projet, il n'oubliait jamais. Chez Michel Blanc, pas de réconciliation possible. On entrait sur la liste, mais on n'en sortait jamais. Mais attention, Michel Blanc n'était pas du genre à faire des scandales. Il ne criait pas, il ne faisait pas d'histoire, il notait simplement. Il se souvenait. Et il ne retravaillait plus jamais avec vous. Certains ont tenté de revenir. Mais Michel Blanc n'était pas du genre à accorder de seconde chance. S'il estimait qu'une collaboration avait été toxique, il passait à autre chose, sans jamais revenir en arrière. Dans l'industrie du cinéma, cette liste noire avait de vraies conséquences. Certains acteurs ont perdu des rôles dans ces films parce qu'ils y figuraient. Certains réalisateurs ont été écartés de projets où Michel Blanc avait son mot à dire. Certains producteurs ont vu des portes se fermer juste parce qu'ils avaient déçu Michel Blanc une seule fois. Ils n'en parlaient pas publiquement. Mais dans le milieu, tout le monde savait qu'il valait mieux éviter de se retrouver sur cette liste. Michel Blanc a toujours été un homme discret, réfléchi. Il n'aimait pas le conflit, mais il n'oubliait jamais quand quelqu'un lui faisait du tort. Peut-être que cette attitude venait de son adolescence, où il était souvent réservé, observateur. Peut-être que c'était une manière de se protéger dans un milieu où les coups bas sont monnaie courante. Mais une chose est sûre, Michel Blanc ne laissait jamais passer une trahison. Ses amis du Splendide en riaient parfois. Thierry Lhermitte plaisantait sur le fait qu'il fallait être irréprochable pour tourner avec Michel Blanc. Gérard Jugnot racontait qu'il n'osait pas poser trop de questions, de peur d'apprendre qu'il était sur la liste sans le savoir. Mais même s'ils en riaient, tout le monde savait que Michel Blanc ne rigolait pas avec ça. Au fond, cette liste noire n'était pas un caprice, c'était une manière pour Michel Blanc de travailler avec des gens en qui il avait une totale confiance, une façon de s'assurer que ses projets étaient faits avec sérieux, rigueur et respect. Et surtout, une preuve qu'il n'avait pas de temps à perdre avec ceux qui ne méritaient pas sa patience. Parce qu'avec Michel Blanc, on avait une seule chance et pas deux. Michel Blanc, c'était un perfectionniste,
Un homme discret, un génie du détail et un éternel angoissé. Hypocondriaque depuis toujours, il craignait la maladie, redoutait les complications de santé. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la vie allait lui jouer un ultime mauvais tour. Un détail, un simple examen médical, et tout a basculé. Le 3 octobre 2024, Michel Blanc se rend à l'hôpital pour un simple examen des reins. Rien de grave, juste un contrôle de routine, une radio. Il arrive à la clinique, détendu, sans se douter que c'est son dernier jour. Le protocole est banal. Une injection de produits de contraste pour améliorer les images médicales. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que Michel Blanc va y réagir violemment. Quelques minutes après l'injection, tout bascule. Son corps réagit mal. Il ressent une chaleur anormale, des picotements, puis une gêne respiratoire. Les médecins, d'abord sereins, comprennent vite qu'il se passe quelque chose de grave. Michel Blanc fait un choc anaphylactique, une réaction allergique extrêmement rare, mais brutale. Son cœur s'emballe, sa tension chute, il perd connaissance. Malgré l'intervention rapide des médecins, son état se dégrade en quelques minutes. Et puis, c'est fini. Michel Blanc avait passé sa vie à s'inquiéter pour sa santé. Il faisait partie de ces gens qui analysaient le moindre symptôme, prenaient des précautions et évitaient les risques. Il consultait régulièrement, surveillait son état, s'assurait de ne jamais prendre de décisions imprudentes. Et pourtant, ce n'est pas une maladie qui l'a emporté, ce n'est pas une complication prévue, mais un simple produit d'injection, utilisé des millions de fois. Une ironie cruelle pour un homme qui avait toujours tenté d'anticiper le pire. La nouvelle tombe le lendemain. Les médias s'emballent. Le public est sous le choc. Parce que Michel Blanc n'était pas malade, il n'avait pas de problème de santé alarmant. Son décès, soudain, inattendu, frappe comme une onde de choc dans le monde du cinéma. Ses amis du Splendide, avec qui il avait partagé tant de succès, sont bouleversés. Thierry Lhermitte dit « Michel, c'était le mec le plus pointilleux que je connaisse. Et il part à cause d'un détail. » Josiane Balasco, émue, parle de « l'un des plus grands talents du cinéma français, parti trop tôt. » Gérard Jugnot, sous le choc, raconte qu'il avait échangé avec lui quelques jours avant, sans rien soupçonner. Michel Blanc est parti brutalement. Mais son héritage, lui, reste. Des rôles cultes qui ont marqué plusieurs générations. Une manière unique de jouer la gêne, l'anxiété, le loser magnifique. Un style, une exigence qui ont changé la comédie française. Il disait souvent que le cinéma, c'était comme un travail d'orfèvre, que chaque scène, chaque dialogue devait être travaillé comme un bijou. Et aujourd'hui, son œuvre brille toujours. Michel Blanc avait peur d'un destin tragique, et c'est pourtant ce qui lui est arrivé. Une disparition brutale, un choc pour tous ceux qui l'ont aimé. Mais ce qui reste, c'est son talent, ses films, son humour. Michel Blanc n'est plus là, mais ses répliques continueront toujours de résonner, parce que les légendes du cinéma, elles ne disparaissent jamais vraiment. Michel Blanc nous a quittés, mais son talent, lui, restera à jamais gravé dans l'histoire du cinéma français. Il était l'homme des répliques cultes, du perfectionnisme absolu, et parfois des petites obsessions qui faisaient tout son charme. Débronzé à grosse fatigue, du Splendide au plus grand festival de cinéma, il a su prouver que derrière l'image du loser attachant, il y avait un immense artiste. Et si ces films continuent de nous faire rire et de nous toucher aujourd'hui, c'est bien la preuve que Michel Blanc n'a jamais vraiment quitté la scène. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner pour d'autres anecdotes sur le cinéma français et à partager vos meilleurs souvenirs de Michel Blanc en commentaire. Et surtout, souvenez-vous que sur un malentendu,